une trentaine d'années après, Mitterrand, quelques semaines avant de mourir, livrait à Georges-Marc Benamou son testament politique. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. 32 ans après le diagnostic fait par Charles de Gaulle. Eh bien, je voudrais citer quelqu'un qui nous a quittés très récemment, qui est Danielle Mitterrand. Voilà ce qu'elle racontait à un journaliste en 1985, durant la célébration du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme en juillet 1989. J'ai pu voir jusqu'à quel point nous étions soumis aux États-Unis. L'État français n'invita pas plusieurs dignitaires, en particulier les latino-américains. Comme par hasard, c'était ces pays-là que Washington voulait détruire. Je me rappelle avoir dit à François Mitterrand, jusqu'à quel point allons-nous être dépendants de l'humeur des États-Unis, ne pas pouvoir choisir nos invités pour nos festivités? Ce fut une honte. En France, on élit et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. La France est-elle une démocratie, une puissance mondiale? Je le dis en tant que Française, cela ne veut rien dire. Danielle Mitterrand, épouse pendant 14 ans du président de la République française, dans une déclaration au journaliste colombien M. Ospina le 28 octobre 2005. Alors la question, c'est comment la France, le pays des hommes libres, comment est-on arrivé là? Je commencerai mon propos sous l'augure d'un proverbe africain que j'aime bien. Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. On ne peut pas présenter un programme présidentiel aux Français si l'on n'aborde pas de front le véritable problème qui est le problème de l'indépendance nationale, de l'indépendance de la France, et si l'on n'explique donc pas aux Français d'où ça vient, que l'on n'a même plus le droit d'inviter à un petit four tel ou tel dirigeant qui ne plaît pas aux États-Unis. Voici une dépêche, ou plus exactement un titre de journal. L'année historique du grand regroupement de l'Europe. C'est quand, à votre avis? C'est 57? C'est 1957, 1992, 2005? C'est maintenant? Non. C'est en 1941. 1941 sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe, a déclaré le Führer à Berlin. C'est le grand titre de Paris Soir du 1er février 1941. Et dans cette période-là, dont on parle très peu d'ailleurs aux jeunes Français comme aux moins jeunes, eh bien on nous parlait déjà de la construction de l'Europe. La France européenne, regardez cette affiche, la France européenne, il est même marqué dessus « Construction de l'Europe » avec un drapeau français, comme si c'était la France qui voulait la construction de l'Europe. Cette construction européenne, cette France européenne, eh bien ce fut une grande exposition qui fut inaugurée à Paris le 6 juin 1941 au Grand Palais avec les autorités nazies. Exposition La France européenne. L'inauguration se fit avec ici M. Fernand de Brinon, qui était le représentant officiel de l'État de Vichy auprès des armées d'occupation, et il y avait M. Otto Abetz et M. Stumpnagel, qui étaient les représentants des autorités nazies, à la fois civiles et militaires, qui occupaient la France. Et qu'est-ce que l'on faisait pendant cette inauguration, pendant laquelle on circulait dans cette exposition pour montrer les bienfaits de la construction européenne? Eh bien, on voyait ici une carte avec marqué « hier et demain ».
Vous savez, c'est comme les avant-après des lotions capillaires. Hier, c'était l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces, avec des murs qui sont autant que des frontières qui sont autant de murs. Demain, eh bien demain, c'est la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler, où l'on circulera si librement, où l'on aura un grand marché, où tout sera beaucoup plus facile, où l'on aura enfin le génie européen qui pourra s'affirmer à la face du monde. C'était tout à fait d'ailleurs la propagande de Vichy. Ça, ce sont des affiches de la propagande de 1941-1942. Je travaille en Allemagne, fais comme moi, c'est pour la France. On prenait déjà modèle sur l'Allemagne. Et ici, il fallait fabriquer des bombes, travaillez en Allemagne, État français, pour une France plus forte. Ça ne vous rappelle rien, ça? Il faut faire l'Europe pour une France plus forte? Il faut prendre modèle sur l'Allemagne pour que la France soit plus forte? C'est exactement le discours que nous avons actuellement, aujourd'hui même, dans quelques jours encore. Connaissez-vous mieux que lui les problèmes de l'heure? Voilà ce que l'on disait en 1941 en montrant le portrait du maréchal Pétain. Lui, il savait quels étaient les problèmes de l'heure. Il fallait effectivement faire comme les autres pays d'Europe. Il fallait, comme les autres, faire ce que faisait le chancelier d'Allemagne, M. Hitler. Il fallait faire comme ce que l'on faisait en Italie avec M. Mussolini, et puis M. Franco en Espagne, et puis M. Salazar au Portugal, et puis le régent Horthy également en Hongrie. L'heure était aux régimes à poigne, l'heure était au fait qu'il fallait de la discipline. Il fallait en perdre les mauvaises habitudes. On avait toute la rhétorique de l'État français consistait à dire que les Français finalement avaient été battus et finalement c'était de leur faute parce qu'ils avaient pris trop de bon temps. Il y avait donc une collusion pour finalement trouver que cette défaite avait été finalement une espèce de début de rédemption. Je renvoie ici notamment au livre spectaculaire de Madame Lacroix-Ris, Le choix de la défaite.